Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre connaissance du passé ne vous a jamais empêché de vous préoccuper du futur. C'est peut-être pour cela que vous demeurez plus présente que jamais, et pour très longtemps je l'espère, et pas seulement parce que vous êtes immortelle. Bonjour Hélène Carrère d'Ancos. Alors, je suis ravi de vous accueillir parce que, d'abord, vous avez un passé extraordinaire. Il y a un livre, La Russie et la France, qui est un document qu'on devrait apprendre dans les écoles, qui sort chez Fayard. On en parlera tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, Hélène Carrère d'Ancos, c'est le 15 octobre 1969. C'est la rentrée universitaire. Je crois que c'est votre première rentrée à Sciences Po. Ça, c'est extraordinaire. Sciences Po, c'est ma vie. Exactement. Ça, c'est une maison à laquelle je tiens énormément. J'y ai été étudiante, j'ai été jeune chercheur, j'ai préparé ma thèse, j'ai été professeur. J'ai même siégé après au conseil d'administration et veillé à son évolution. Donc, je peux dire que c'est ma vie entière. Par chance, je retrouve, je dois dire, constamment, des gens qui, à tout bout de champ, me disent « Ah, mais j'ai suivi votre cours en telle année, j'ai préparé une thèse avec vous ». Ces gens ont un parcours qui, en général, est très heureux. Donc, je constate que je n'ai eu que d'excellents étudiants et les liens se maintiennent. Oui, et cette rentrée universitaire 69, c'était pas facile. Il y avait mai 68. Je vais vous dire. Les locaux étaient insuffisants. Certains étudiants travaillaient même dans les couloirs. Non, je vais vous dire. D'abord, il y avait un problème. Après le désordre de 68, les étudiants ne savaient pas très bien comment on devait se comporter. Ah oui. Et c'est ça que je vais vous raconter parce que c'est très, pour moi, ça a beaucoup compté. Ils considéraient qu'on pouvait tout faire. Enfin, il était interdit. Et Sciences Po est une maison où on se tenait, où il y avait des usages. Quand je suis arrivée, je me suis dit, ils vont se lever. Ça se faisait comme ça. Ils étaient assis. Alors, je suis restée debout. Je ne peux pas vous dire combien de temps ça a duré, mais j'avais froid dans le dos parce que je me disais, si vraiment ils ne se lèvent pas, je suis ridicule. Il y avait un temps d'hésitation qui m'a paru faire un siècle. Et ils se sont levés. Et le premier qui se levait était un petit-fils de Marcel Cachin. C'est fou, hein. C'était très drôle. Et il a donné le signal. Et tout le monde s'est levé. Et après ça, il n'y a plus de problème. Alors, il faut savoir, Hélène Carrère d'Ancos, que vous faites partie de la promotion 52, où il y avait également Michel Barouin, Bernadette Chirac et quelques autres. Absolument. C'était une très belle promotion. Et je dois dire que c'était un temps où Sciences Po était un lieu tout à fait extraordinaire parce que la culture générale y était centrale. Quand je suis rentrée à Sciences Po, j'ai passé l'examen d'entrée. Et l'homme qui m'a interrogé en culture générale, c'était Georges Pompidou. Ce qui n'était pas rien, parce que lui, il était exigeant. On ne pouvait pas lui raconter n'importe quoi. Et grâce à ça, j'ai eu une espèce de petit brevet d'élève cultivé que j'ai toujours gardé. Alors, la promotion 52, c'est valable pour Sciences Po, mais il y a une autre école, les Ponts et Chaussées, dont le promu 52 est devenu célèbre grâce à cette chanson. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse Guy Béard a été promo 52 avec Ponts et Chaussées. Il se disait ingénieur des ponts et chansons ensuite. Ça, c'est bien. Hélas, je ne peux pas avoir 2 titres comme ça. Il me bat. Alors, vous êtes né à Paris, dans une famille originaire de Géorgie. Et attendez, non. Originaire en partie de Géorgie, oui. Originaire de Russie, originaire d'Allemagne, pratiquement de toute l'Europe. C'est fou. Et ça, c'est ce qui est très important chez moi. Ça explique probablement mes convictions européennes qui sont très puissantes. Oui, et une famille qui a quitté la Russie après la Révolution de 1917. Exactement. Comme beaucoup de familles d'ailleurs. Et il y avait à l'époque, mais à Saint-Pétersbourg, les plus grands music-halls du monde, une chanteuse qui s'appelait Fréhel se produisait. Il y avait 5 scènes qui fonctionnaient en même temps, jour et nuit. C'était un endroit extraordinaire. Pour l'art, d'abord, ça a été l'âge d'argent, la grande période culturelle de la Russie. Et vous êtes arrivé en France et au départ, vous parliez le russe. Non, mais français... attendez, je ne suis pas arrivé en France, je suis né à Paris. Vous êtes né à Paris, mais je veux dire, vous parliez le russe au départ et le français, c'est venu à l'âge de 4 ans, je crois. Ça s'est passé d'une façon tout à fait délibérée. Mes parents, qui étaient comme tous les émigrés, fauchés, pour tout dire, pour employer un mot que j'aime beaucoup, ont pensé qu'ils ne pouvaient pas m'offrir une nounou pour parler plusieurs langues et... Du coup, ils ont décidé que je parlerais russe d'abord, parce que sans ça, je ne serais pas bilingue.
Et à 4 ans, on m'a envoyé chez des amis. En Bretagne, je crois. En Bretagne, exactement. Des amis qui habitaient un endroit extraordinaire parce que c'était une sorte de phalanstère où il y avait 200 enfants. Et je me suis trouvée parmi des enfants. Personne ne parlait russe. Moi, je ne parlais pas français. Eh bien, je peux vous dire que ça a été extraordinaire. Je suis rentrée 3 mois plus tard en parlant 2 langues, en lisant en français, ayant appris un nombre considérable de fables de La Fontaine. Ce qui est fabuleux. Ça prouve la plasticité du cerveau enfantin. Oui, et d'ailleurs, vous appreniez tout en même temps de ce côté-là. Vous étiez presque une surdouée. Et vous avez pas une surdouée, mais les enfants peuvent faire. Et j'en ai gardé pour toujours la conviction qu'il fallait, je dirais, donner aux enfants une solide discipline. Et il y a un lieu qui a beaucoup compté aussi pour vous, Hélène Carrère-Dancos, c'est la cathédrale Saint-Alexandre Nevski de Paris, rue d'Arru. Oui, c'est exact, mais pas seulement. L'église qui est rue de Crimée, où il y a le séminaire orthodoxe. Mais la vérité, alors, je vais être plus nuancée, si vous voulez. Moi, j'ai été élevée dans une famille qui était orthodoxe, mais qui était très œcuménique, ce qui fait que mes parents m'emmenaient... Mon père aimait aller à Saint-Germain-des-Prés, à la messe, qui est à côté de chez moi maintenant. Ma mère aimait aller à la Madeleine. Alors, j'ai beaucoup fait là-dedans. Et étudiante, j'ai fréquenté la Fédération des étudiants protestants et j'allais au temple avec mes amis protestants. Ce qui fait que j'ai une vision religieuse très ouverte. Et cette cathédrale Saint-Alexandre Nevski de Paris, c'est là que Picasso a épousé Olga Kokovla en 1918. Et oui, parce que c'est la cathédrale qui a été édifiée vraiment par la volonté de l'empereur Alexandre II. Et puis il y a le lycée Molière qui a beaucoup compté, dont vous avez été une élève assidue. Non, mes filles, pas moi. Mes filles ont été au lycée Molière. Moi, je n'ai pas été au lycée Molière parce que j'ai grandi à Bordeaux. Oui. Et j'allais dans un établissement privé. Alors, je vais vous dire tout de suite, c'est lié, je dirais, à la vie intellectuelle parce que je suis allée, non pas... En général, je suis allée à l'école publique. Mais à Bordeaux, ça ne se faisait pas beaucoup d'aller à l'école publique. On m'a envoyé dans un établissement qui s'appelait le Cours Saint-André et qui était la filiale bordelaise du Cours Désir où Simone de Beauvoir avait fait ses études et ce qu'elle raconte dans ses souvenirs de jeunesse. De sorte que, je dirais, quand j'ai découvert Simone de Beauvoir par la suite, j'ai découvert le même type d'éducation. Voilà. Et surtout, vous aviez une passion des livres, à tel point que je crois que vous pouviez simuler des maux de ventre pour ne pas aller à l'école et finir un livre, Hélène Carrère-Dancos. Exactement, mais ça, c'était de famille. Mon père, mes parents lisaient tout le temps. Je suis restée comme ça et ma belle-mère disait de moi que quand je lis un livre, si on allumait un incendie sous ma chaise, je ne m'en apercevrais pas. Je crois qu'elle avait un petit peu tort, mais c'est pas tout à fait faux. Je dois dire que la lecture, et c'est très important pour moi parce que aujourd'hui, je me rends compte du problème de l'importance de la lecture dont on a d'une certaine façon perdu l'habitude, enfin, au moins pour les enfants, et je me bats beaucoup pour aider le ministre à restaurer la lecture. Ça explique peut-être cette obsession que j'ai. Oui, c'est une bonne obsession. Mais je crois qu'à l'époque, vous avez même appris par cœur la Constitution, je crois, Hélène Carrère-Dancos. Ça, j'ai appris. Alors, mais vous en savez des choses sur moi. Vous êtes merveilleux. C'est très agréable de parler avec vous. Je l'ai appris parce que quand je suis née, mes parents étaient apatrides tous les deux. C'est même une histoire amusante parce que mon père était géorgien. Ma mère, étant née en Italie, avait la nationalité italienne. Elle est née à Florence. Mes grands-parents habitaient Florence parce qu'ils estimaient que c'est le seul endroit où des gens civilisés pouvaient vivre. Et quand elle s'est mariée, par amour, elle a abandonné sa nationalité, elle a été apatride, ce qui est un statut qui n'existe pratiquement plus maintenant. Et quand je suis née, ils ont décidé que je serais apatride parce qu'ils estimaient, ils vivaient en France, mais ils considéraient que devenir français, c'était un choix qui devait être délibéré, que c'était très important, qu'on ne faisait pas ça n'importe comment. On m'a toujours appris ça. On m'a dit, tu choisiras évidemment la nationalité française, mais c'est toi qui le décides. Et donc, le jour de mes 21 ans, tombait un dimanche. Je ne pouvais absolument pas aller faire une déclaration de nationalité ce jour-là. Je suis allée lundi, qui était le lendemain de mes 21 ans. C'était l'époque où la majorité était à 21 ans. Et je dois dire que je suis tombée dans un bureau avec un monsieur tout à fait désintéressé de mon affaire, à qui je dis, je vais vous réciter la Constitution. Le monsieur m'a regardé avec des yeux ronds. Et il m'a dit, quoi? Je lui ai dit, puis je chante aussi la Marseillaise. Il m'a tendu un papier, il m'a dit, écoutez, ne me faites pas perdre mon temps. Voilà comment ça s'est passé. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup servi, parce que Jacques Chirac
avait fait en 1987, je pense, au temps de la première cohabitation, une commission des sages pour revoir le code de la nationalité. Et j'ai expliqué ça, j'ai dit on ne peut pas faire ça. On ne devient pas français comme ça par inadvertance, sans en avoir conscience. C'est mieux comme les Américains, la main sur le cœur, devant un drapeau. Et je suis très frustrée. Je reste convaincue qu'on m'a enlevé quelque chose. On vous a donné beaucoup d'autres choses et vous avez aussi beaucoup donné. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 18 mars 1970. À tout de suite sur Sud Radio avec Hélène Carrère d'Ancos. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Hélène Carrère d'Ancos. La Russie et la France, c'est un livre, mais il y a aussi des dates importantes. 18 mars 1970. Écoutez ce générique, c'est votre première télévision. Les dossiers de l'écran sur les premiers pas du communisme, un film Lénine en 1918, et vous êtes là. C'est votre première télé, Hélène Carrère d'Ancos. Eh bien, je l'avais oublié. Merci de me le rappeler. C'est vrai que et vous étiez là dans ce débat où il y avait également Jacques Duclos, figure historique du Parti communiste, et c'était le centenaire de Lénine, et on parlait d'un livre qui n'est pas encore sorti, La pensée politique de Lénine, que vous deviez sortir. Vous en souvenez ? Et oui, que j'ai sorti beaucoup plus tard, voilà. En fait. Et cette émission, vous n'aviez jamais fait de télé, vous étiez à l'époque enseignante, je crois. Oui, absolument. J'étais jeune chercheur à l'époque, je préparais une thèse que j'ai soutenue quelques années plus tard, et en effet, si vous voulez, je n'avais pas de rapport avec la télévision. Et ça m'avait beaucoup frappé parce qu'il y avait maintenant, je m'en souviens, il y avait Jacques Duclos, et puis il y avait je ne sais quel homme de droite qui était là, et j'ai été très étonnée de les voir. Ils se sont un peu étripés à la télévision, et après ils sont partis, bras dessus, bras dessous, pour dîner. Alors ça m'a appris beaucoup de choses sur la vie politique. Vous étiez tout à fait débutante. En plus, le débat était écourté parce qu'il y avait un match de hockey ensuite en direct en Mondiovision. Et ça a été... finalement, c'est une façon de parler d'actualité tout à fait nouvelle pour vous à l'époque. Oui, tout à fait. Mais ça m'a beaucoup amusé parce que le lendemain, des gens me reconnaissaient dans la rue. Oui. Et oui, c'était l'époque où les gens étaient... La télévision était tout de même quelque chose d'assez extraordinaire. D'ailleurs, je n'avais pas de télévision. Oui, et vous connaissiez les dossiers de l'écran, vous êtes arrivé sur le plateau sans savoir... Sans savoir, absolument. Pour dire la vérité, à cette époque-là, quand il y avait des élections, chez la concierge, je regardais la télévision. Remarquez, c'était la France de l'époque, où quand il y avait un match de football important ou le couronnement de la reine d'Angleterre, on allait dans les boutiques ou dans les bars voir l'émission. Oui, absolument. Quand il y avait eu le couronnement de la reine d'Angleterre, je m'en souviens encore, les gens étaient agglutinés devant les vitrines. Oui, et on avait vendu 5000 postes de télévision par semaine, ce qui était un record à l'époque. Alors, vous êtes à l'époque en train de devenir une spécialiste de l'histoire de la Russie. Il y a eu 2 livres, Les musulmans de l'Empire russe, le marxisme et l'Asie. Comment c'est venu cette idée de devenir une historienne de la Russie? Parce que je vais vous dire, je m'intéressais, quand j'étais étudiante, j'avais toujours été passionnée par l'histoire. Et au fond, il y avait 2 domaines qui m'intéressaient, ou 3. Il y avait la Russie, la Chine, mais la Chine, je ne connaissais pas le chinois. Et on m'a tout de suite expliqué, un grand spécialiste de la Chine m'avait dit, il faut faire 6 heures de chinois par jour pendant des années et ensuite continuer tout le temps. Alors je me suis dit, ça c'est trop pour moi, parce que je ne sais pas comment je fais autre chose. Donc j'ai renoncé à la Chine. Je m'intéressais beaucoup à l'Allemagne parce que c'était l'Allemagne vaincue. Enfin, savoir comment on allait revivre avec l'Allemagne, ça m'intéressait beaucoup, mais c'était un problème du passé. Et puis il y avait l'Europe coupée en 2. Il se trouve que je connaissais le russe, je comprenais à peu près toutes les langues slaves de l'Est européen. Je connaissais l'allemand qui me permettait de comprendre l'Allemagne de l'Est. Forcément, j'ai pensé que ça m'intéressait beaucoup. Au fond, je voulais comprendre ce qui se passait dans le monde. J'ai commencé, non pas par la Russie, j'ai commencé par les musulmans de la périphérie russe. Parce que ça, c'était un problème, c'est très curieux, parce que c'est un des problèmes de notre temps. Mais à ce moment-là, moi, je me suis passionnée pour ça. J'ai décidé de faire une thèse là-dessus, sur quelque chose, un sujet sur le réveil du monde musulman. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je constate que, au fond, ce que je découvrais à travers mes lectures, à travers mes études, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et à l'époque, vous êtes considérée comme une marginale intégrale et une personne relativement peu recommandable, dit-on, à cause de ces livres ou grâce à ces livres. D'abord, vous avez raison. D'abord, un universitaire m'a dit un jour, je n'étais pas agrégé, j'étais diplômé de Sciences Po, j'avais fait des études d'histoire, je faisais une thèse d'histoire, j'ai fait une vraie thèse, pas une thèse au rabais
post-68. Mais il m'a dit, ma chère amie, quand on n'est pas agrégé, on est marginal, et dans ces cas-là, on s'intéresse à des sujets exotiques, voire folkloriques. Bon, et il a toujours considéré, il m'a dit la Russie, tout ça c'est bon. Et peu recommandable parce que malgré tout, il fallait se situer quelque part. Au fond, les études soviétiques étaient largement dans la main de gens qui étaient, pour des raisons pratiques, proches du Parti communiste. Enfin, le Parti communiste avait encore beaucoup d'autorité à cette époque-là. Ou alors, c'était des anticommunistes frénétiques. Moi, je ne voulais me situer nulle part. Et en effet, j'avais une position qui n'était pas très confortable. Mais j'essayais, je dirais, de réfléchir par moi-même, sans adhérer à aucune position. Oui, et en trouvant des éléments théoriquement inaccessibles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Trouver des éléments sur la Russie, c'était pas évident. Ben, il y avait, alors je vais vous dire, ça, détrompez-vous, il y avait des journaux. Oui. Et savez-vous, moi, comment j'ai appris à lire la presse, à comprendre ce qu'était un journal communiste, avec un père jésuite qui était un personnage tout à fait extraordinaire, qui a été, je dirais, un représentant du Vatican. C'est lui qui, pour le Vatican, faisait les premières études sur ce qu'on pouvait savoir du monde communiste. Et c'est lui qui m'a appris. Il habitait et il vivait à Meudon. Il y avait un collège qui était un collège catholique de rite oriental, qui est très célèbre, et qui avait une très belle bibliothèque. Et j'avais découvert ce père jésuite. Dans son grenier, nous étions installés tous les deux, et il m'expliquait comment on devait déchiffrer les choses. Et en effet, en définitive, les analyses des gens qui travaillaient comme ça se sont révélées assez justes. Et quand la perestroïka a commencé, j'ai été frappé de voir que vraiment, là où on a pu, je dirais, communiquer vraiment librement avec les Russes, faire des vrais séjours pendant toute la période Gorbatchev. Moi, j'étais tout le temps fourré là-bas. Les collègues russes disaient, mais vous aviez bien compris, comment est-ce que vous avez fait ? Et à l'époque, la France connaissait la Russie à travers une seule chanson. Nathalie. Ça a été un événement. Gilbert Bécaud. Voilà, quand Gilbert Bécaud a affrété un avion pour emmener le tout Paris en Russie, à Moscou, pour la première de son spectacle, et il a failli annuler ce spectacle parce qu'un traducteur est venu lui demander les textes de ses chansons. Il a refusé, ça a fait pratiquement un incident diplomatique parce qu'à l'époque, on rigolait pas. Ah ben, on rigolait pas, et d'ailleurs, on n'allait pas comme ça en Union soviétique. Moi, pour mes études, je n'y suis allé qu'à travers quelques missions rarement accordées sous la surveillance du ministère des Affaires étrangères. Et en 1978, j'ai été déclaré persona non grata en Union soviétique. À cause de l'Empire éclaté, votre Exactement. livre. Et il a fallu 10 ans pour que Gorbatchev vous accueille à nouveau. Oui, pour qu'il fasse savoir que j'étais désiré, que j'étais persona grata. On vous considérait même comme une espionne, je crois, à l'époque. Bon, peut-être pas exactement une espionne, parce que il devait pas me trouver assez maligne pour ça. Enfin, c'est la réputation qu'on vous donnait. Non, mais je vais vous dire, j'ai eu un épisode assez amusant, alors puisqu'on se raconte tout. La première fois que je suis allé en Union soviétique, le Quai d'Orsay, quelqu'un m'a dit, vous vous intéressez à l'Asie centrale, vous savez que je prépare une thèse, on m'a dit, on va vous adjoindre à un congrès de savants de spécialistes des épizooties. Épizooties, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'ai regardé dans le dictionnaire, j'ai découvert que c'était les maladies infectieuses des animaux. Bon, je suis allé. Alors, on m'a accolé à un savant, un grand spécialiste, qui évidemment ne connaissait pas le russe ni rien du tout, et on a dit que j'étais son interprète. Et ça a failli très mal tourner. C'est là que j'ai eu une mauvaise réputation, car en effet, les Russes, qui étaient très méfiants, m'ont regardé, m'ont dit à un moment donné, dites donc, dans la cabine, les gens de traduction, les femmes qui traduisent sont très fatiguées, puisque vous êtes une interprète, allez donc traduire. Je peux vous dire que je ne pouvais rien traduire, parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait, je ne connaissais pas le langage scientifique. Alors là, ma situation est devenue très compliquée. Et c'était l'époque où l'espionnite était très développée. Donc j'ai fait un séjour assez compliqué. Et puis après, les Soviétiques ont été furieux du succès de l'Empire éclaté. Mais pas seulement, si vous voulez, pour les Soviétiques, j'étais une espèce d'agent de la CIA. Et pour les anticommunistes, j'étais un agent des Soviétiques qui expliquait que l'Union soviétique avait des difficultés et qui, au fond, comme disait feu Annie Krigel, la pauvre, elle démobilise l'Occident. Et les journaux français disaient à votre propos, Le Monde vous appelait la tsarine des soviétologues et de Libération la soviète suprême. Vous voyez, la totale.
Oui, et Cabu avait fait, j'ai chez moi, le pauvre Cabu dont je pleure toujours le destin tragique, avait fait de moi un charmant dessin où Brejnev me téléphonait et me disait « Qu'est-ce que je fais ?» Voilà. Vous avez fait ensuite beaucoup d'autres choses. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 28 novembre 1991. À tout de suite sur Sud Radio avec Hélène Carrère-Dancos. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Hélène Carrère-Dancos. La Russie et la France chez Fayard, on va en parler tout à l'heure. Mais il y a une date, le 28 novembre 1991, que vous n'avez pas oublié, je suis sûr. C'est votre entrée officielle sous la coupole. Oui, absolument. Mais d'abord, j'avais été élu en 1990. Tout à fait. Mais là, c'est la cérémonie qui est retransmise en direct à la télévision. C'est même plus ou moins la dernière cérémonie que la troisième chaîne a reproduite. Exactement. Après, ils ont décidé de ne pas le faire. Et c'est bien dommage parce que c'était très beau, ces cérémonies. Oui, d'abord, on voit tout le monde sous la coupole et la réception. Vous êtes reçu par Michel Déon dans un costume créé par Pierre Cardin, je crois. Oui, c'est Pierre Cardin. Pierre Cardin m'avait tout de suite dit, je souhaiterais faire votre costume. J'avais le costume créé par Pierre Cardin et une épée. J'étais la première femme qui a une épée à l'Académie, parce que Marguerite Yourcenar n'en avait pas, Jacqueline de Romilly non plus. Et quand j'ai été élu, Gucci, qui est un très grand orfèvre, m'a téléphoné le soir même pour me dire « Je ferai votre épée ». Je lui ai dit « Mais évidemment, j'aurai une épée ». Et c'était une cérémonie extraordinaire parce que, pour moi, qui entrait vraiment avec ce patrimoine que j'expliquais, la Russie, j'ai pu dire « J'arrive en même temps où ce pays s'est libéré ». Et donc, si vous voulez, ça coïncidait. C'était quelque chose qui était très, très important. Et tout de même, il y avait eu avant moi à l'Académie Eugène Melchior de Vogüé, enfin des Mérimée, des hommes qui avaient parlé de la Russie, qui l'avaient fait connaître à la France. Et ça me paraissait très important. Je m'inscrivais dans cette lignée. Voilà, et ce costume créé par Pierre Cardin qui a 98 ans aujourd'hui, alors il continue à travailler, il a trouvé un système, maintenant il habite dans l'immeuble voisin de son bureau, comme ça il est en train de percer un trou pour aller directement à son bureau à 98 ans tous les matins. Ah mais il est extraordinaire, Incroyable. Pierre Cardin. D'abord, moi j'ai vu ce qu'il a fait, tout de même, je l'ai vu en Russie, je suis allé à Pékin avec lui, où il y avait vraiment une vie autour de Pierre Cardin, enfin, de son restaurant, de sa maison de couture. Je l'admire beaucoup et je dois dire qu'il a fait quelque chose de très bien parce que il a su faire le costume, il a su faire quelque chose de très élégant en restaurant, en utilisant comme base un costume qui a existé à l'Académie très peu de temps, au temps de la Restauration, et qui est beaucoup plus élégant que le costume habituel, beaucoup plus léger. Voilà. Il y a aussi quelquefois à l'Académie des veuves qui vendent leurs costumes rachetés par de jeunes académiciens et qui les refont à leur taille. Ça arrive de temps en temps aussi. À l'Académie française, en général... C'est aux Beaux-Arts plutôt. C'est aux Beaux-Arts. À l'Académie française, moi j'ai quelques costumes dans mon bureau qui ont été donnés. J'ai le costume du maréchal Juin. Oui. J'ai plusieurs costumes que des veuves ont donnés, mais pas du tout pour les revendre. Alors, et sur votre épée, il y avait aussi plusieurs choses. J'ai remarqué qu'il y avait le coq gaulois, il y avait la toison d'or, bien sûr, de Géorgie, et Heureux les Pacifiques. Ça, c'est Heureux les Pacifiques, ça vient du sermon sur la montagne. Bien sûr. On a toujours sa devise et spontanément, quand on m'a dit qu'est-ce que vous mettez comme devise, je dois reconnaître que c'est mon tempérament, ça. Alors, l'Académie française, votre entrée sous la coupole, vous la devez à quelqu'un dont on va entendre la voix. Nous avons ici pas mal de bêtes dont certaines ont été recueillies, car Henri Troyat. Henri Troyat, qui s'est marié la première fois dans la cathédrale où vous avez vécu. Absolument, et il a été enterré là. Oui. J'étais évidemment à son enterrement. Henri Troyat m'aimait beaucoup. Et il me disait, je voudrais que vous veniez me rejoindre. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a eu un mouvement pour moi. Vous ne l'attendiez pas? C'était une surprise pour vous? Une surprise totale. Je n'avais jamais imaginé cela. Et je dois dire que ce qui est très amusant, puisqu'on en est aux anecdotes, c'est que je sais qu'il y a eu... il y a eu une première femme élue qui était Marguerite Yourcenar, elle est morte. Puis les académiciens ont élu Jacqueline de Romilly, à l'égard de qui ils avaient un remords parce qu'ils l'avaient blackboulée quand elle s'était présentée. Et ils se sont interrogés. À ce moment-là, il y a eu un débat. Ils ont dit, une femme, ça va, parce que après elle meurt et on reste tout seul. On décide ce qu'on fait. Mais s'il y en a deux, c'est très difficile. Comment est-ce qu'on s'en débarrasse? C'est Jacqueline de Romilly qui m'a raconté ça. Et elle m'a téléphoné et elle m'a dit, écoutez, j'ai juré, au moment où le vote a commencé, on m'a dit, est-ce que vous
vous assurer qu'elle ne va pas faire de drame. On va les lire, évidemment, on a envie, mais dites-nous qu'elle ne va pas faire de drame parce que, au moins, pour rattraper les choses, on va continuer à dire messieurs. Alors elle me dit, je me suis engagée en votre nom à ce que vous ne fassiez pas de drame. Je dis, écoutez, ça m'est complètement égal. Et en effet, on disait pour elle et moi, messieurs. Et c'est Éric Orsena qui a mis fin à ça en disant Jacqueline et Hélène, voilà. Alors, moi, je me souviens de Marguerite Yourcenar, et chaque fois qu'on écrivait un article sur elle, elle vous répondait avec une feuille à l'encre verte, en corrigeant ou des fautes d'orthographe ou en faisant des remarques de grammaire. Elle écrivait de longues lettres comme ça. Ça passionnait. Elle venait jamais à l'académie, mais elle avait une connaissance du français incroyable. Alors, admirable. Et là, elle était aux États-Unis, elle ne pouvait pas venir. Voilà, c'était ça la vérité. Et l'Académie l'avait élue simplement parce que Jean d'Ormesson se disait on va casser quelque chose. Voilà. Alors, vous êtes arrivé à l'Académie, et puis 10 ans plus tard, vous devenez secrétaire perpétuel. Là aussi, je pense que ça a été une grande surprise, Hélène Ça a été une surprise totale, parce que je connaissais 2 ou 3 académiciens qui pensaient que ça leur revenait. Puis moi, je n'y pensais pas du tout. Ça s'est fait comme ça, je dirais tout à fait presque spontanément. Ça m'a... Bon, ça m'a un peu troublée. Je venais de quitter le Parlement européen. J'avais eu une vie de parlementaire qui s'ajoutait à la vie d'académie et je continuais à diriger des thèses. Bon, je me suis organisée. C'est une autre vie, mais il faut faire toutes sortes d'expériences. Oui, mais il faut accepter aussi de se dire qu'on va être la responsable de cette institution. C'est un travail énorme. Oui, et on est, entre autres choses, la responsable financière. Hein. Et aujourd'hui, nous sommes précisément dans une période de contrôle de la Cour des comptes. Je peux vous dire que depuis mon élection, j'ai fait plusieurs fois les contrôles de la Cour des comptes. C'est une très lourde responsabilité. Hein. Secrétaire perpétuel, c'est un travail quotidien parce que les gens ne savent pas ce que c'est. C'est un vrai travail. On doit à la fois... D'abord, l'Académie française, c'est quelque chose de très particulier. Il y a 40 académiciens, mais c'est aussi une sorte de PME. Il y a un service du dictionnaire et un secrétariat qui l'accompagne, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine de personnes. Il y a presque autant de collaborateurs que d'académiciens. Et puis, l'Académie française a une particularité. L'État ne la finance pratiquement pas. Vous savez, quand Richelieu l'a créée, il a dit aux académiciens, je vous donne l'indépendance, je vous garantis l'indépendance politique, mais en échange, vous n'aurez jamais d'argent. Et l'Académie vit de ses fondations. L'Académie des sciences, par exemple, l'État la finance très largement. L'Académie française se débrouille avec ses fondations. Donc, il faut être très rigoureux. Il faut vraiment inventer. Il faut gérer des tas de choses, y compris des problèmes concrets. Moi, j'ai eu à décider s'il fallait construire un poulailler géant ou pas un poulailler géant dans une des propriétés de l'Académie. Problème auquel je ne connais rien. Moi, je suis obligé de me penser sur... Bien sûr. Et je me souviens d'Alain Decaux se préoccupant du château de Chantilly qui appartient à l'Académie. Non, à l'Institut de France. Oui. Mais Alain Decaux le pauvre Alain Decaux, c'était encore pire, parce qu'il passait son temps à mendier auprès de toutes les sociétés. Après ça, la chose a été réglée parce que la GACAN a pris ça en charge, mais maintenant où la GACAN ne le prend plus en charge, ça va à nouveau être un problème. Et vous avez succédé dans cette fonction à Maurice Druon, qui avait, quand on l'avait au téléphone, la voix de Sacha Guitry. C'était extraordinaire. Et le physique de Sacha Guitry. Au point qu'Alain Decaux disait parfois, mais est-ce qu'il n'est pas le fils naturel de Sacha Guitry? Alors, Maurice Druon, à qui ça revenait, disait non, je ne suis pas le fils de Sacha Guitry, je suis le fils de quelqu'un d'autre. Il était probablement le fils de Joseph Kessel, dont il était le neveu officiellement. Mais enfin, on pense, lui-même s'est interrogé là-dessus. Oui. Mais c'est vrai qu'il avait le chapeau de Sacha Guitry, le manteau, la canne, la voix et le physique. Et il a fait Les Rois Maudits, qui est devenu la première grande dramatique à la télévision, comme on ne peut plus faire aujourd'hui en costume. Absolument. Non, mais il a fait beaucoup de choses. Hein. Ça, c'était une personnalité extraordinaire. Alors, ce qui est fabuleux avec vous, Hélène Carrère d'Encausse, c'est que vous êtes aussi capable de diriger l'Académie, que de partir en Russie pour un voyage, que de soutenir des thèses. Comment est-ce que vous arrivez à faire tout ça? C'est simple, je ne me pose jamais de questions. C'est-à-dire que je me dis, ça s'arrangera. Et c'est vrai, vous avez raison, parce que tous mes livres sont faits sur la base d'archives. C'est-à-dire que je pars en Russie, je travaille. Je dois dire, soyons clairs, je n'utilise jamais personne pour faire mes recherches. En Russie, c'est un usage, on me dit, vous n'avez qu'à, on va vous donner un étudiant, il va vous faire les choses. Je dis non, ça ne m'amuse pas. C'est pas par grandeur d'âme, c'est parce que ça ne m'amuse pas que quelqu'un fasse une partie de mon travail.
je fais des archives, je vais dans les archives un peu partout, bon, je vais dans des colloques. Mais c'est comme ça. Si vous voulez, je ne m'interroge pas, je me dis, puisque ça vient devant moi, c'est que le destin décide que je dois le faire. Et parmi vos combats très importants, et on en a parlé voici quelques jours avec Frédéric Vitoux dans les clés d'une vie, c'est la défense de la langue française. Ça, c'est un combat très difficile et capital. C'est un combat capital, et je dirais qu'il est de plus en plus capital dans la mesure, d'une part, où le système éducatif français s'est effondré et où, d'une certaine façon, il y a deux générations déjà. Il y a celles qui ont été sacrifiées, mais il faut maintenant leur rendre ce qu'elles avaient perdu. Et ça, on a heureusement un ministre de l'Éducation nationale qui prend ça très au sérieux. En plus, je dirais que l'anglais a envahi largement, par la publicité, ce qui est un désastre, la langue quotidienne, et pas seulement par l'introduction de mots, mais par l'introduction de formes grammaticales qui pervertissent complètement la langue française. Bon, il faut qu'on rattrape ça. Et puis, il y a un combat qui me tient très à cœur, c'est la francophonie, parce que je dirais que ce qui fait aujourd'hui la place de la France dans le monde, la grandeur de la France, et notre politique étrangère, notre prestige, c'est notre culture. Nous avons l'arme nucléaire, nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, mais c'est pas ça qui fait de nous des puissants. C'est le français, c'est la francophonie. Alors, il faut se battre. Et moi, je suis très heureuse parce que l'Académie française est devenue, je l'ai voulu, est devenue un miroir de la francophonie. Nous avons beaucoup d'écrivains qui ne sont pas français et qui écrivent, qui ont choisi le français. Et vous savez ce que disait Camus, ma patrie, c'est la langue française. Et c'est la patrie de gens comme André Makin, comme François Tcheng, Amin Malouf. C'est extrêmement important, c'est-à-dire que l'Académie il y avait Henri Troyat qui était russe, mais qui était français de nationalité. Et puis, les parents d'Henri Troyat, il l'a dit dans un livre, ne voulaient même pas parler russe à la maison parce qu'ils voulaient qu'il devienne un vrai français. C'est tout à fait différent avec ces écrivains, qui eux viennent d'ailleurs et qui ont choisi le français. Ça, c'est une chose tout à fait nouvelle, et c'est précisément ce qui fait que nous sommes entendus dans le monde. Et vous menez des combats avec, je vais surtout pas employer le mot fake news parce qu'on va devenir fou, mais des fausses rumeurs qui courent sur l'Académie. On dit que vous soutenez telle chose. Vous passez votre temps à démentir aussi les réponses. C'est-à-dire que ça, je ne peux pas protester parce que, au fond, s'il y a beaucoup de fausses nouvelles, un fox, comme on dit, c'est une très bonne expression, un fox, pour les fake news. S'il y a beaucoup de fausses nouvelles sur l'Académie, c'est parce que l'Académie continue à attirer les regards. Le jour où on n'en parlera plus, ça ne sera pas très grave. Ça montrera qu'elle n'intéresse plus. Donc, je préfère qu'il y ait des tas. Mais c'est vrai que parfois, c'est très gênant. Vous savez, la dernière fois qu'il y a eu un contrôle de la Cour des comptes, un journaliste avait écrit un livre qui s'appelait « Coupole et dépendance », qui prétendait qu'il y avait 1 milliard de l'Académie. En réalité, il avait confondu complètement avec l'Institut de France. Ça n'avait aucun rapport. Mais il ne connaissait que l'Académie française. Moyennant quoi, j'ai été obligé d'expliquer à la Cour des comptes qu'il ne fallait pas qu'ils cherchent ce milliard, qu'on ne l'avait pas, qu'on vivait de nos fondations. Et ils ont été très étonnés. Ils m'ont dit « Ah, mais alors, c'est pas de votre faute, tout ça ?» J'ai dit « Mais non, monsieur !» C'est l'information. Oui, mais c'est pour vous dire. Oui. Et véritablement, c'est vrai que l'Académie, mais en même temps, alors je suis frappée de voir à quel point, dès que je mets les pieds hors de la frontière, du territoire français, dans le monde entier, ce tweet Académie française, c'est c'est l'image, le miroir de tout ce que la France a produit. Et c'est vrai. Et alors ça prend encore des proportions parce que les gens qui me reçoivent dans des académies étrangères me disent « Mais attendez, dans votre fauteuil, il y a qui ?» Je dis « Victor Hugo. Oh !» Corneille. Bon, j'ai un fauteuil admirablement peuplé. Et pour eux, Victor Hugo, vous comprenez, il appartient à la terre entière. Corneille aussi, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est à ça que la France doit sa réputation. Et c'est à ça qu'elle doit être restée. Le général de Gaulle disait « Nous sommes devenus une puissance moyenne ». Et il s'est appliqué à ce que cette puissance moyenne joue un rôle central dans le monde. Mais la puissance moyenne, si elle joue un rôle central, c'est parce qu'elle a sa langue.
Voilà. Et il y a deux puissances aussi importantes, c'est la Russie et la France. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 20 novembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Hélène Carrère-Dancos. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Hélène Carrère-Dancos, 20 novembre 2019, sortie de la Russie et la France chez Fayard. Alors, c'est un livre colossal qui raconte les rapports entre la Russie et la France de Pierre le Grand à Lénine, c'est quand même 3 siècles. Pourquoi ce livre aujourd'hui, Hélène Carrère-Dancos ? Je vais vous dire, parce que j'ai fait des morceaux de l'histoire de la Russie. J'ai publié la bibliographie de Catherine II, d'Alexandre II. J'ai publié un livre sur l'histoire des Romanov, c'est-à-dire 3 siècles de dynastie. Et il me semblait que dans l'état actuel des choses, aujourd'hui où nous avons tout de même un monde qui change, où le monde glisse vers l'Asie, l'Europe doit se définir. Et les rapports entre la Russie et la France sont centraux. Et par conséquent, j'ai eu le sentiment qu'il fallait essayer d'éclairer les choses. Alors je me suis attaqué à ce livre avec une certaine réticence, parce que 3 siècles, c'est assez compliqué à faire. Enfin, je me disais, c'est une affaire tellement embrouillée que j'avais peur de tuer le lecteur sous les détails. Et jusqu'à la dernière minute, j'avais fini le livre avant l'été. Et je peux vous dire, je suis parti en vacances avec, en me disant, est-ce que je le donne à l'éditeur ou pas, qui me téléphonait, qui me disait, alors, ça vient ou pas ? Parce que j'avais peur que ça soit pas... Et en définitive, je me rends compte que les gens le lisent et le comprennent, et que ça les aide beaucoup, que c'est très important de comprendre à quel point, pourquoi est-ce que on a si longtemps hésité à la fois à se comprendre. Et si vous voulez, ce qui est important, c'est que ce sont 2 peuples qui n'avaient aucune raison de ne pas s'aimer. Parce qu'il y a rien, ils sont loin l'un de l'autre, ils n'ont pas de conflit entre eux, ils n'avaient aucune compétition dans l'existence. Pas de compétition territoriale, pas de compétition économique, parce que ça, c'était avec l'Angleterre que les uns et les autres avaient ça. Donc, c'est pas du tout... Pas de compétition coloniale, parce que l'empire colonial français était dans une autre direction. Et ça a été compliqué. Et ça a été d'autant plus compliqué que c'est vrai que la Russie a toujours regardé vers la France et que la France a toujours été un peu inquiète de ce pays. Bon, à la fin du 19e siècle, ils se sont retrouvés. Et vous savez, il y a un détail tout de même extraordinaire, c'est que les Russes ont toujours été obsédés par l'idée qu'il fallait une alliance matrimoniale entre les cours de Russie et les cours de France, parce que c'était la base un peu des relations internationales, les alliances matrimoniales. Regardez Napoléon, quand il a voulu calmer l'Empire austro-hongrois, hop, il s'est débrouillé pour épouser Marie-Louise. Il devait épouser une Russe d'ailleurs au départ. Absolument, il voulait épouser. Il y avait l'empereur Alexandre Ier, son adversaire, avait 2 sœurs que Napoléon a guignées. Catherine Pavlovna. Voilà, la première d'abord avait 14 ans. On lui a dit non. C'est un peu jeune, oui. Oui, et d'ailleurs, on s'est empressé de la cacher. Et puis, une autre sœur, un peu plus âgée, qu'on s'est empressé de marier. Mais c'est pour dire que la Russie, par tous les moyens, a cherché à s'entendre avec la France. Et Pierre le Grand, tout de même, c'est un souvenir extraordinaire. Alors, ce qui est étonnant dans ce livre, qui se lit comme un roman, parce que c'est le roman d'une histoire vraie, on apprend, Hélène Carrère-Dancos, que la Russie a pris jusqu'au XVe siècle un immense retard sur la Renaissance européenne. Absolument. Il y a ça une raison terrible, enfin c'est d'ailleurs tout le destin de la Russie. La Russie a été, jusqu'au XIIIe siècle, un très grand pays européen. C'était la pointe inventée de Byzance, la pointe avancée du christianisme oriental. Et d'ailleurs, il y a une princesse russe, Anne de Kiev, qui est venue épouser au XIe siècle le roi Henri Ier a été reine de France. Donc, si vous voulez, ces liens matrimoniaux ont existé à l'origine. Et la Russie était si développée à ce moment-là que quand la princesse Anne est venue en France, elle est arrivée à Compiègne, elle a trouvé que la France était un pays attardé culturellement par rapport à son pays. Et puis, au milieu du XIIIe siècle, la Russie a été envahie par les Mongols. Un petit-fils de Gengis Khan, le Khan Batu, est descendu sur les steppes russes et il avait enfermé ce pays pratiquement dans un état d'isolation complète. Elle a été coupée de l'Europe. L'Europe se développe. Ça a été la fin du Moyen-Âge, la Renaissance, et la Russie a été à l'écart de tout ça. Ce qui fait que quand on la redécouvre, et ça explique beaucoup de choses, lorsqu'enfin elle se débarrasse, c'est sous Ivan le Terrible qu'on a réussi à arrêter cette domination mongole, qui était une domination musulmane, car c'était des Mongols islamisés qui occupaient la Russie.
quand ça s'est arrêté, les Européens ont regardé avec curiosité ces gens dont ils n'avaient jamais entendu parler, si vous voulez, presque 3 siècles les séparant. Ils se sont dit, ce sont des sauvages qui viennent de Dieu seul sait où. Et en plus, il y avait quelques voyageurs qui avaient laissé des écrits pas très engageants, où principalement on voyait des alcooliques invétérés qui battaient les femmes, qui avaient l'air de, plus ou moins qu'on soupçonnait d'être vêtus de peau de bête, ce qui n'était pas tout à fait exact, mais peu importe. C'était la réputation. C'était la réputation et elle faisait peur. Oui, alors les Russes à l'époque avaient une admiration folle pour Louis XIV et il y a eu une visite historique du tsar qui a vu Louis XV enfant à 7 ans et ça c'est un tournant des rapports franco-russes, Hélène Guerard-Dancause. Et d'ailleurs le tournant, si vous voulez, aurait pu avoir lieu un peu plus tôt parce que Pierre le Grand, tout jeune souverain, à peine est-il installé sur le trône, s'est précipité pendant des mois pour faire une visite de toute l'Europe et pour se faire connaître. Et la seule cour où on n'est pas voulu de lui, il se promenait anonymement, mais on savait qui il était. Il avait 250 personnes derrière lui. Oui, ça se reconnaît, oui. Oui, c'est Louis XIV. Et parce que pour Louis XIV, c'était vraiment... la France, c'était l'apogée de la grandeur européenne. C'était lui, au fond, le maître des cérémonies européennes. Et il n'a pas jugé ça digne de son statut. Ce qui fait qu'après, le régent, lui, qui a compris qu'il y avait un problème, quand Pierre le Grand a voulu venir, il l'a invité. Et Pierre le Grand est arrivé. Et le petit roi... qui avait 7 ans, Louis XV, que Pierre le Grand décrit d'ailleurs dans une lettre à sa femme en disant « Il n'est pas plus grand que notre nain de la cour, mais il est tellement intelligent ». Il l'a pris dans ses bras, il y a cette image formidable. Et Pierre le Grand a voulu marier ce petit Louis XV de 7 ans avec sa fille qui avait 8 ans, qui sera impératrice de Russie sous le nom d'Élisabeth. Ça, on n'a pas voulu. Et c'est dommage d'une certaine façon. Ça aurait arrangé les rapports entre la France et la Russie. Absolument. Et puis il y avait une vraie fan de la France, c'était Catherine II, l'impératrice, qui a aidé l'encyclopédie de Diderot et qui aimait beaucoup Voltaire, avec qui elle correspondait. Oui, et vous savez, Catherine II, c'est aussi une chose extraordinaire, car elle était allemande. Elle a épousé un empereur de Russie, le petit-fils de Pierre le Grand, et elle s'exprimait en français. À la cour, déjà la fille de Pierre le Grand, Élisabeth, avait importé le français. Mais Catherine II, non seulement s'exprimait en français, mais elle écrivait en français. Et moi, j'ai vu ça dans les archives. C'était une femme qui travaillait énormément. Elle a noté tous les documents politiques qu'on lui présentait. Et elle a noté tout en français, dans un français impeccable. Cette Allemande était francisée comme ce n'était pas permis. Et évidemment, elle voulait importer Voltaire, parce que c'était la mode. Frédéric II l'avait eu chez lui à la cour, elle l'avait invité, Voltaire n'est pas venu. C'est comme ça qu'elle a fait venir Diderot pendant quelques mois. Elle a voulu confier l'éducation de son petit-fils, qu'elle voulait pour héritier, qui sera Alexandre Ier, l'adversaire de Napoléon, d'Alembert. D'Alembert avait autre chose à faire, mais c'est la harpe qu'il a éduquée en français. Donc, si vous voulez, la France, et elle avait une passion pour toute la culture française. Hélas, ça s'est cassé avec la Révolution. Et oui. Parce que elle n'a pas compris que la France c'était sous le coup des révolutionnaires. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pensé que ces encyclopédistes qu'elle aimait tellement, puisqu'elle avait, vous savez qu'elle a non seulement proposé de financer l'impression de l'encyclopédie, mais Diderot était pauvre, elle lui a racheté sa bibliothèque, elle la lui a laissée et elle lui payait une pension comme conservateur de sa bibliothèque, dont il profitait dans son appartement parisien. Enfin, c'est une histoire de fou. C'est une générosité pareille, c'est très rare. Mais elle n'a pas pensé que ça déboucherait sur la Révolution et surtout sur la terreur. Et je dois dire que pour le système européen de pouvoir qui était monarchique au XVIIIe siècle, évidemment, un roi décapité, on avait vu ça en Angleterre, mais on avait oublié. C'était un scandale absolu. Et Catherine II, à ce moment-là, a coupé les ponts. Elle a coupé les ponts. Mais je reviens à Voltaire, parce que Voltaire, quand il était enfant, disait à ses parents « Je veux être écrivain ». Et son père répond « Un écrivain, c'est un homme qui veut être inutile à la société, à charge de ses parents et qui veut mourir de faim ». C'est dire l'opinion qu'on avait des écrivains à l'époque. Oui, mais Voltaire n'est pas mort de faim parce que tous les souverains d'Europe se disputaient le droit de l'inviter à leur cour. Alors, vous évoquez bien sûr dans ce livre la campagne de Russie catastrophique pour Napoléon, parce qu'il est resté peut-être trop longtemps au Kremlin et il s'est fait avoir. C'est-à-dire que Napoléon, et ça aussi, si vous voulez, c'est très intéressant, parce que quand on étudie ça, on a toujours, à l'école, on apprend que Napoléon n'a jamais été battu par personne, sauf par le général Hivert.
Or, en fait, c'est pas le général hiver. La vérité, c'est que les seuls qui aient compris ce qu'était ce qu'était Napoléon, ils ont compris que les Russes avaient des grands stratèges, que Napoléon était un homme qui devait gagner les guerres rapidement, que c'était l'homme des victoires courtes, immédiates. Et eux, ils avaient un immense territoire. Ils l'ont emmené à travers tout le territoire russe jusqu'à Moscou. Et Napoléon a passé son temps à courir derrière les armées russes pour essayer de se battre avec, et il ne les trouvait pas. Oui. Et puis, il s'est installé au Kremlin en se disant, ces pauvres Russes qui ont fui, ils sont perdus, ils vont venir me demander la paix, je vais généreusement leur donner. Et il ne s'est pas rendu compte que les Russes le gardaient là, au chaud, précisément pour que, l'hiver arrivant, il soit obligé de faire retraite dans des conditions effroyables. Et c'est ce qui est arrivé. Quand il a compris, c'était trop tard, il est parti avec Caulaincourt en traîneau. Caulaincourt raconte ça, mais c'était déjà le désastre de la retraite de Russie. Mais il n'empêche que ce qui est extraordinaire, et on le voit 2 fois, parce qu'il y a eu la Russie n'a eu avec la France que 2 guerres. La guerre de Napoléon et d'Alexandre, et la guerre de Crimée. Et c'est-à-dire qu'il y a eu un second Napoléon qui, à la fin de la guerre de Crimée, a été le vainqueur. Or, la situation s'inverse. Or, le premier, après la fin de la première guerre, c'est Alexandre, c'était une guerre de coalition. Alexandre Ier a été très généreux avec la Russie. Quand il est arrivé en France, il s'est comporté en vainqueur convenable. D'ailleurs, les Français ont pu apprécier après les Prussiens qui se sont livrés à des violences extrêmes. Et Alexandre Ier a fait tout ce qu'il a pu pour adoucir le sort de la Russie au moment des pourparlers de paix. Et dans la situation inverse, au milieu du XIXe siècle, à la fin de la guerre de Crimée, c'est Napoléon III qui a voulu, face à la Russie, lui aussi faire preuve de générosité et essayer d'adoucir les conditions que les Alliés imposaient à la Russie vaincue cette fois-ci. Et il se trouve que la guerre de Crimée, la paix a été obtenue grâce au duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III, qui a une autre qualité, c'est lui qui un jour a trouvé un champ en Normandie, une sorte de marais, a dit tiens, si on faisait une ville là-dessus, c'est devenu Deauville. Exactement. Et qui a été vraiment l'artisan des relations avec la Russie, parce qu'il s'intéressait à la Russie. Et il y a aussi une image très forte que vous évoquez dans votre livre et dans les rapports entre la France et les Russes, c'est le tsar Nicolas II qui vient en France et qui prend Félix Faure, président de la République, dans ses bras. Ça, c'est une image totalement inattendue pour le protocole. Pour le protocole, c'était tout à fait choquant, mais il était, et surtout que, tout de même, à ce moment-là, quand Nicolas II vient, la Russie est à son apogée, on considère, parce qu'on a une inversion de la situation. L'Europe a été dominée par la monarchie française, et c'est elle qui était la puissance militaire, culturelle et tout. Et à la fin du XIXe siècle, au tournant du XIXe et du XXe, la Russie est une puissance économique qui monte tellement que Tocqueville écrit que la Russie et l'Amérique vont dominer le monde au XXe siècle. Ça a été à peu près ça. Et on dit à ce moment-là que la Russie est une puissance militaire incroyable, d'où l'alliance franco-russe qui comporte des clauses militaires que les Russes n'étaient pas pressés de dévoiler, malgré tout, parce que pour ne pas avoir d'ennui avec l'Empire prussien de Bismarck. Et la France s'est rapprochée de la Russie à ce moment-là, parce qu'elle n'a pas pu empêcher la construction de l'Empire allemand. Et évidemment, alors là, autant avec la Russie, il n'y avait pas de problème, il y avait l'espace entre eux. Et l'Empire prussien et la France, ils étaient mitoyens. Oui. Bon, et la Russie apparaît comme l'allié désiré. Et en ce sens, quand Nicolas II vient, c'est vraiment, je dirais, la puissance protectrice. Et cette espèce de familiarité extraordinaire, cette gentillesse de Nicolas II à l'égard de Félix Faure, ça a bouleversé le monde. Oui, et il y a une image récente et ce qui est symbolique que vous évoquez, c'est Vladimir Poutine qui a été reçu à Versailles. La boucle est bouclée. C'est un coup de génie. Ça, je vais vous dire, je pense d'ailleurs, et je le dis, je suis convaincu que c'est une intuition du président de la République qui a compris qu'il fallait faire quelque chose, et il a compris que inviter Vladimir Poutine comme ça à l'Élysée, c'était pas très intéressant, mais qu'à Versailles, c'était surtout Vladimir Poutine, qui est un homme pétri d'histoire. Enfin, il se passionne pour le passé de son pays. Lui dire de venir sur les pas de Pierre le Grand, c'était ça qu'il fallait faire. Et c'est vrai que ça, dans une situation qui n'était pas très favorable, au moment où on a tout de même besoin de dégeler les relations, on le voit très bien, le paysage international est favorable à ça, et bien, ça, c'était ce qu'il fallait faire. Et Vladimir Poutine y a été très sensible. Il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre, La Russie et la France, de Pierre le Grand à Lénine, Hélène Carrère d'Encausse chez Fayard. Merci de l'avoir écrit parce que c'est un moment passionnant pour comprendre notre histoire.
Je vous remercie de l'avoir lu avec tant d'intérêt. Et merci d'avoir participé à ces clés d'une vie et continuez à travailler ainsi. Ne changez rien surtout. Merci. J'ai des projets, je peux vous dire, je n'ai pas encore choisi le bon, mais dans 2 mois, le choix sera fait. Eh bien, vous reviendrez en parler sur Sud Radio avec joie. Avec joie. Merci. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée. Merci. À demain.